Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Aujourd'hui c'est l'épisode 17, je suis Gary Cover. Et je suis Durs pour ce premier épisode de l'année 2014. Tout à fait, donc déjà pour commencer on va souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent pas forcément, même si ils le savent pas. Enfin c'est pas qu'ils nous écoutent sans le savoir, c'est qu'ils savent pas qu'on leur souhaite une bonne année. Et On est vraiment sympa quand même. Voilà. Et on va faire en fait donc la suite du Nouvel Ordre Jedi. Alors on a pris la décision unilatéralement. En fait, Oui, clairement, c'est lui seul qui choisit les discussions. voilà. Non, j'ai choisi de faire la répartition sur plusieurs épisodes du Nouvel Ordre Jedi. Donc c'était déjà le cas avec l'ancien épisode qui retraitait plutôt tout ce qui était technologie et personnages, histoire que tout le monde sache de quoi on parle quand on va aborder certains termes, pardon. Là, par contre, ce qui va un peu changer, c'est qu'on va faire réellement, sur plusieurs épisodes, le contenu de l'histoire. Alors, Contenu assez massif, voilà. donc plusieurs épisodes. Parce que à l'heure actuelle, la plupart du contenu est en BD ou en roman. Le contenu des jeux vidéo est assez restreint. Et en fait, les romans en eux-mêmes, Lord Nouvel Ordre Jedi correspond à 20% de l'univers étendu qui est paru en roman. Enfin, au moins aux éditions françaises, à peu de choses près. Il y a 19 bouquins sur un peu plus d'une centaine. Donc ça représente quelque chose d'assez énorme. Donc on voulait pas tout résumer, parce qu'en gros, si on pouvait tout résumer en un seul épisode, mais c'était tellement résumé que on n'abordait rien de spécifique, aucune évolution au niveau des personnages. Et c'était en 20-30 minutes, on avait torché le contenu complet du Nouvel Ordre Jedi, ce qui n'était pas spécialement intéressant. Du coup, on a décidé de faire ça livre par livre, c'est-à-dire qu'on aura des résumés bouquin par bouquin, tout simplement, pour retracer l'histoire. Et on va essayer de faire un maximum de bouquins à la fois, sachant que pour ce premier épisode, on va traiter Vector Prime, qui est un très gros, qui est le premier en fait de la série, donc, et qui est un très gros roman, avec les deux suivants qui sont La Marée des Ténèbres, Assaut et Naufrage. Donc on va traiter uniquement ces trois parties, ces trois bouquins. Attends, 3 bouquins? Trois bouquins, parce que Marée des Ténèbres est en deux bouquins en fait. Ah d'accord. Voilà. D'ailleurs ça se voit souvent dans le Nouvel Ordre Jedi, c'est souvent il y a un bouquin, après il y en a deux qui suivent, après il y en a un tout seul, après il y en a deux qui suivent. Enfin c'est il y a une histoire sur deux bouquins. C'est pas un problème d'édition ça? Je sais pas si les bouquins étaient trop gros pour les éditer en un seul morceau, ou si c'était simplement que ça faisait deux parties d'une histoire. Enfin après c'est du market, hein, c'est pas spécialement... je veux Enfin bon, dire, le fait est qu'il y a quand même des livres. voilà. Je veux dire, il y en a bien, il a divisé un bouquin de 180 pages en trois films de 2 heures. De 3 heures. 3 heures les films? Purée, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, ça fait mal. Donc voilà, donc on a décidé de faire ça comme ça. Et on va donc commencer tout de suite par Vector Prime, ou Vector Prime, en fonction, avec l'apparition des Yuuzhan Vong dans la galaxie. Donc un individu nommé Nom Amor, qui est très connu en fait dans le Nouvel Ordre Jedi, puisque ça sera un des personnages principaux côté Yuuzhan Vong, mais je vous renvoie au dernier épisode pour ça, sème la discorde entre deux mondes, qui sont les planètes de Romanul et Ozarian. Et ça attire un petit peu l'attention de Leia, Et Jaina c'est des planètes et Mara. importantes ou... Pas plus que ça. Mais D'accord. après, j'ai envie de dire, toutes les planètes sont importantes, sauf il y a quelques planètes qui ont plus d'importance que les autres. On va dire, par exemple, Coruscant? Coruscant, qui est la capitale, et peut-être des planètes comme Corellia ou d'autres qui sont très... Qui ont une importance stratégique ou... stratégiques, surtout beaucoup de population. Ouais. Mais non, c'est des mondes assez isolés, et justement, c'est pour ça que Nom Amor a choisi ces planètes-là, c'est que... C'était facile. Voilà, pour le moment, c'est assez facile de les manipuler. Donc ça attire l'attention de Leia, Jaina et Mara Jade, qui se rendent sur place pour le rencontrer. Alors déjà, on se posera la question de pourquoi c'est ces trois personnes-là qui vont aller le rencontrer et qu'il n'y a pas des dignitaires de la République. Bah surtout vu l'importance de ces planètes, visiblement, on sait pas... Voilà, bon, c'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc après un entretien... Visiblement, c'est un truc assez féminin comme opération. Hein. Ouais. Après un entretien un peu inutile, on va dire,
elles repartent. Et Nom Amor déclenche aussitôt la seconde phase de son plan. Et il envoie une Waouh, volée... ça valait le coup. Très utile. Et il envoie une volée de missiles sur la planète Ozarian. Donc lui, il est sur Romamul et il envoie une volée de missiles sur Ozarian. Il simule donc du coup sa propre mort en déclenchant cette guerre. Et il disparaît. Et son projet est d'utiliser la tactique de Yogand sur Cernpidal, technique qui consiste à faire s'écraser une lune sur une planète. Ce qui est c'est pas courant comme technique. Dans le même temps, le premier vaisseau monde du Zanvong arrive dans le système Elska. C'est Elska 4 et une planète gelée. Et donc c'est un lieu très reculé, hein, puisque c'est dans la bordure. C'est vraiment idéal pour construire une base. Mais il y a la station scientifique Exal 4 sur la planète Belkadan, qui est pas très très loin, qui est dirigée donc par Daniki, une scientifique, repère le vaisseau, mais elle le considère comme un astéroïde. Parce que le visuel d'un vaisseau monde, c'est très organique. Bah, disons que c'est pas technologique, donc ça peut être que ce soit organique ou pas. C'est en corail, il me semble. Ouais, c'est des coraux. Donc c'est certes organique, mais je veux dire, c'est pas considéré comme avec une technologie, donc c'est pas. Oui, ils arrivent. Je veux dire, ils détectent pas ça comme un vaisseau, mais comme un astéroïde, quoi. Tout à fait. Ça s'explique. Donc quelques scientifiques, dont Daniki, quittent la station pour enquêter à bord de la navette, et la navette sera portée disparue. Pendant que... Du coup, ils vont quand même enquêter sur le astéroïde. Oui, parce que c'est des scientifiques, ils voient un astéroïde, c'est un gros truc, machin, on va aller voir ce que c'est. Attends, il y en a plein tous les jours, ça. Bah apparemment pas, donc je sais pas, peut-être qu'ils cherchaient quelque chose de particulier, enfin bref. Alors les gars, ils s'emmerdaient vachement, ils se sont dit, bah tiens. Pendant ce temps, il y a un des scientifiques qui est resté sur la base, Yominkar, commence à éliminer les scientifiques restants, parce qu'en fait il s'agit d'un agent Vong infiltré. Genre les gars l'ont pas remarqué? Non, parce que ils utilisent des camouflages les camouflages Oglith pour ressembler à des humains ou à des créatures humanoïdes. D'accord. Donc non, ils ont pu se cacher sans problème. C'est d'ailleurs ce qui posera beaucoup de problèmes par la suite dans le nouvel Jedi, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de démasquer. Parce que les camouflages Oglith sont très performants. Donc, Yominkar commence à tuer tous les scientifiques et il déclenche une sorte de... pas une terraformation de la planète, mais une Vong formation, on dirait. Enfin, il déclenche une Vanga formation, ouais. Voilà. Ça dépend, c'est quoi le nom de leur planète d'origine? C'est Yunzantar, il me semble. Mais une juntarification. Oublie. Ouais, je crois qu'on va oublier ce mot. Donc il déclenche une modification écologique en créant une sorte de gros nuage toxique qui va tout ravager. Voilà. En mission dans le secteur, avec son escadron, on retrouve notre ami Kyp Durron, qu'on a vu il y a quelques épisodes à l'Académie Jedi. Il décide de se diriger vers le lieu de disparition de la navette, parce que bon, il dirige un escadron de pilotes qui est à la fois composé de quelques Jedi et surtout de non-Jedi. Et ils sont au courant qu'il y a une navette qui a disparu, donc on dit bon, on va aller voir ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas vraiment de conseil Jedi, donc les Jedi, une fois qu'ils sont formés, ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire. Ils peuvent suivre les ordres de Luke, mais sinon ils sont assez autonomes. En allant sur le lieu de disparition de la navette, ils se font attaquer par des chasseurs Vong qui apparemment n'ont pas l'air d'être affectés par les tirs de laser. Parce qu'on a vu qu'ils créaient des sortes de mini-trous noirs pour les absorber. Et l'apprenti de Kyp Durron échoue sur la planète et il est fait prisonnier et il est enfermé avec Daniki, qu'on suppose être la seule survivante de la navette. Alors en vacances sur Dubrion, hein, parce que ouais, des fois ils font pas que la guerre, ils sont en vacances aussi. Mais généralement les vacances ça dure pas. Ça dure pas. Donc ils sont en vacances sur Dubrion chez Lando et les Skywalker se voient affectés à diverses missions pour Lando. Ce qui me paraît assez étrange parce que moi je vais en vacances quelque part, si on me dit ah ça serait bien que tu ailles me poster une lettre, tu te fous de ma gueule. Mais bon. Enfin bon, ouais, si tu veux être vraiment sympa, si c'est sur ton chemin, tu le fais, mais voilà, t'es en vacances, quoi, le bonhomme, mec, quoi. En gros, Lando demande à Han, Anakin et Chewbacca d'aller récupérer des minerais sur Cernpidal. Donc là, maintenant, on a le groupe viril, hein. Voilà.
les poilus, enfin les deux Surtout bonhommes un. et le poilu, sont envoyés pour récupérer des minerais sur Cernpidal, tandis que Luke et Mara se rendent sur Beldacan pour où la station scientifique Exal 4 ne donne plus de nouvelles. On sent, mais ils ont personne d'autre pour faire ça. Non mais c'est ça, c'est l'impression en fait il y a 5 bonhommes dans la galaxie. Il y a Lando qui distribue les missions et il y a les autres. Et, Dis-moi, Charlie, et t'as une donc, mission pour sur nous? la station sur Beldacan, station Exal 4, Exgal 4, en fait c'est EXGAL. Mara se retrouve aux prises avec Yominkar qui lui bah, il est toujours vivant puisque personne l'a tué du coup. Elle le tue avant l'arrivée de Luke, mais bon, elle en a chié, hein. C'est clair et net, ils sont pas simples à tuer parce que ça reste des soldats d'élite vu que c'est un peuple guerrier quand même. Et donc tout de suite après la récupération des... tout de suite après, on va dire, R2D2 a récupéré quelques données dans la base de données de la station. Et les Jedi partent pour Elska 4. Là où le pseudo-astéroïde s'est écrasé. Et Luke fait un vol de reconnaissance en X-Wing. Et d'ailleurs, bah, il sera attaqué et il s'en sort, mais difficilement. Dans le même temps, Bah oui, lui c'est le héros. oui, tout à fait. Dans le même temps, la garde prétorienne Vonk s'installe installe un basal de vin géant sur Cernpidal qui agira comme Gravité. puits de gravité. Donc c'est la fameuse technique de Yogand où en fait le basal de vin va attirer la Lune sur la planète pour la détruire. Yann Solo, Chewbacca et Anakin sont comme par hasard sur Cernpidal et ils en profitent pour évacuer la population. Et c'est à ce moment-là que nous assistons en fait malheureusement à la mort de Chewbacca qui laissera sa vie en sauvant Anakin vraiment à la toute dernière seconde. Il va jeter Anakin sur la rampe d'accès du Faucon. Anakin va se relever, va se précipiter aux commandes du Faucon et faire décoller le vaisseau avant même que Chewbacca ait pu monter à bord. Yann en voudra beaucoup à son fils d'avoir entre guillemets abandonné Chewbacca en précipitant un peu leur départ, mais il savait que s'ils étaient restés ne serait-ce que juste assez de temps pour que Chewbacca puisse monter à bord du Faucon, la planète aurait explosé et ils n'auraient pas eu le temps d'évacuer. Donc, Je tiens à signaler qu'il a quand même fallu une lune pour tuer Chewbacca, ce qui est quand même pas mal. j'avoue, parce qu'une étoile noire deux étoiles noires n'ont servi à rien. Ouais, effectivement, ce n'est pas une lune. Tu vois, mais il en a c'était fallu une une. prédiction. Voilà. Ça aurait été une lune à la base dans Nouvel Espoir. Ça aurait été Chewbacca plus serait dangereux mort. en fait. Voilà, tout à fait. Ils sont ensuite, tous les réfugiés qui fuient Cernpidal sont attaqués par les chasseurs Yuuzhan Vong, les Koro Skippers, et ils se réfugient sur Dubrion. Donc Dubrion, c'est la planète de Lando, hein, et ils font face à la flotte Yuuzhan Vong. Par chance, l'armement dont dispose Lando sur Dubrion est très impressionnant. Hein, il y a plusieurs chasseurs taille modifiés avec des boucliers, tout ça. Et notamment ces chasseurs-là que les trois enfants solo, donc Jacen, Jaina et Anakin, ils vont utiliser en utilisant en plus une sorte de fusion mentale pour anéantir les Koro Skippers. Donc ils vont vraiment mettre la misère aux Yuuzhan Vong. Oui, Lando est un homme toujours très bien équipé. Hein. C'est plein de impressionnant quoi. ressources. Pour un putain de marchand, je trouve que. Ouais. Bah après il achète, il revend, donc bon qu'il ait des chasseurs taille, ça m'étonne pas trop, mais enfin ils sont assez balèzes ceux qu'ils avaient, donc voilà. Luke et Mara arrivent sur Dubrion et ils apprennent la mort de Chewbacca. Alors qu'ils essayent d'établir ils établissent une stratégie pour reprendre Elska-4, qui est donc aux mains des Yuuzhan Vong. R2 annonce que Jacen et Jaina sont partis secourir Daniki et Miko, qui est l'apprenti de Kip. Parce que Jacen et Jaina sont jumeaux et ils ont un lien très fort dans la Force et ils ont tous les deux ressenti un appel dans la Force. Alors au début ils pensaient que ça venait de Miko, donc l'apprenti de Kip Duron, mais en réalité non, il venait de Daniki qui a
un potentiel, enfin léger potentiel pour la force, on va dire. Qui a quand même réussi à lancer un appel de détresse à travers la force. Hein. Bah, ça a été instinctif. Après, je pense pas qu'elle s'en soit rendu compte, quoi. Et donc la flotte républicaine se met en marche un peu précipitée. Durant le sauvetage, pardon, Miko se sacrifiera d'ailleurs pour éliminer des Vong et Daniki sera sauvé par Jacen Solo. Et la République essuiera un cuisant échec sur LSK4 parce qu'ils étaient absolument pas prêts à affronter les Yuuzhan Vong. Donc Luke interrogera Daniki sur les Vong. Il apprendra l'existence du Yamosk, une sorte d'ordinateur de guerre biologique, et le danger que ça représente. Par contre, lors de la seconde attaque de LSK4, la flotte va utiliser de gigantesques boucliers, vont utiliser les boucliers pour s'en servir comme une sorte de miroir pour renvoyer l'énergie de Yamosk contre la planète. Alors, c'est un peu bizarre comme technique, hein, j'aurais plutôt renvoyé l'énergie du soleil. Dans l'idée étant que en forçant la glace à s'évaporer, les océans ont stocké de la, comment dire, c'est une réaction thermique en fait. En s'évaporant, les océans ont stocké de la chaleur et quand ça a refroidi, la planète a gelé complètement jusqu'à ce qu'elle explose. C'est un peu tiré par les cheveux. De toute manière, ce livre est pas l'un des meilleurs qu'il y ait eu sur l'univers de Star Wars. Non. Je tiens à signaler, parce que c'est l'un des rares que j'ai lu du coup de toute cette partie, et c'est le truc qui m'a demandé d'arrêter les livres. C'est la mort de Chewbacca. De quoi ? Pas seulement, le livre était pas très bien écrit. Et visiblement, il y a eu mieux. Tous les auteurs ne se valent pas. Ouais. Bon, on va passer à la suite. Et on enchaîne avec la Marée des Ténèbres, première partie, donc Assaut. Les Yuuzhan Vong ont débarqué, du coup, et afin de prévenir quand même le gouvernement et le conseil de la menace que ça représente, Leia se rend sur Coruscant. Elle y rencontre donc le président Borx Felia, qui est un botan, et le conseil. Donc les politiciens refusent absolument de croire aux preuves pourtant évidentes, parce qu'il y a quand même une planète qui a explosé parce qu'elle les gens font quand même preuve d'une mauvaise foi assez flagrante. Hein. Il y a quand même une planète qui a explosé parce qu'elle a été gelée et une autre qui a été pulvérisée par sa lune. Donc bon. Faut dire c'est qu'il se passe quelque chose quoi. Je veux dire, en plus, je pense qu'une partie de l'armée républicaine s'est fait anéantir en essayant de reprendre SK. Je veux dire, putain merde, il y a quelque chose quoi. Tout à fait. Donc les policiers refusent de croire aux preuves qui sont pourtant évidentes et ils changent de sujet en évoquant un petit incident diplomatique créé par un Jedi. Ils enchaînent avec leur mépris à l'encontre des Jedi qu'ils considèrent comme des éléments un peu perturbateurs. Parce qu'ils ont surtout peur qu'en fait les Jedi décident de prendre le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on veut le garder. Alors que c'est absolument pas la philosophie des Jedi, mais bon. Non, encore moins celle de Luke, quoi. Qui est le chef de l'ordre. Je veux dire, lui, ça l'intéresse pas du tout. Suite à pourtant, cela... il faut toujours embriquer dans des affaires politiques. Hein. Oui, parce qu'il y a toujours un aspect politique dans Star Wars, de toute façon. Surtout depuis la dernière trilogie. Suite à cela, donc ils empêchent, le Conseil et le président empêchent toute intervention de la flotte républicaine en disant non, ça interviendra pas, on s'en fout, le danger n'existe pas. Et ils veulent également que les Jedi restent à l'écart de tout problème et de tout conflit. Alors, on a quand même un peu de chance dans notre malheur, on va dire. L'un des conseillers de la République est un ami des Jedi et il soutient Leia, donc c'est le sénateur Elego Sakla. Et ils vont tous les deux essayer de trouver un maximum de preuves pour forcer le conseil à agir. De son côté, la flotte républicaine, qui a quand même perdu un petit peu durant une bataille, va pas rester complètement inactive. Et elle va s'entraîner contre des faux Chorus-Keepers suite aux informations qu'auront réunies ceux qui les ont déjà affrontés, de façon à être capable de les affronter de nouveau. Et lors d'une mission à la tête de l'escadron Rogue, David Gavin Darklighter
trouvent un pirate blessé qui prétend avoir été attaqué par les Vong. Donc là, ils découvrent en fait l'invasion est beaucoup plus étendue que prévu et que les Yuuzhan Vong sont quand même déjà rentrés assez loin dans la galaxie, ce qui peut poser problème. Et Gavin et son escadron se rendent ensuite sur Dubrion afin de vérifier que les Yuuzhan Vong ne préparent pas quelque chose dans le coin. Alors c'est vrai que c'est très résumé, mais on se demande pourquoi ils y vont, sachant que Dubrion c'est la planète des... En fait, c'est la planète de Lando, là où il y avait tous les réfugiés de Cern Pidal. Donc ça peut expliquer pourquoi... parce qu'ils ont... Mais disons que c'était une planète qui était juste à côté de l'autre, ils se disent peut-être qu'il y a quelque chose. Et qui a déjà été attaquée par les Yuuzhan Vong. Oui, donc mais de toute manière, voilà, ils sont... Enfin, il y a quelque chose qui est prévu, je veux dire, ils préparent quelque chose pour tout, ils sont en train de faire une invasion. Voilà. De leur côté, les Jedi se réunissent. Luke prône une voie, on va dire, très pacifique. Il veut pas entraîner les Jedi dans une guerre ouverte. Ce qui, bien sûr, énerve profondément Kyp Durron, qui, lui, préfère tailler dans le vif. Tailler dans le Yuuzhan Vong, surtout. Voilà, tailler dans le Yuuzhan Vong, histoire d'être très actif et de les contrer très rapidement avant qu'ils prennent leur marque. Marajad part sur Dantooine pour se reposer parce qu'elle est malade. Et elle est accompagnée d'Anakin Solo qui désire poursuivre sa formation de Jedi. Ils vont y rencontrer les Dantari, donc le peuple originaire de Dantooine, qui a déjà été infiltré par les Yuuzhan Vong. Et en déjouant, on va dire, cette infiltration, ils devront fuir la planète puisqu'ils seront poursuivis par les Vong. De son côté, Jacen Solo profite de ne pas avoir reçu de mission pour méditer, parce qu'il a découvert lors de son bref passage sur LSK4 que les Yuuzhan Vong sont complètement absents de la force. C'est-à-dire qu'en gros, ça crée une sorte de trou. Alors, ils sont détectables, puisque du coup, il suffit de voir la force, et là où il y a des trous... En fait, ils sont détectables un peu comme on détecte les trous noirs. Ils détectent ce qu'il y a autour, mais pas vraiment le truc en lui-même. Voilà. Si on détecte plein de choses, mais rien au milieu, c'est qu'il y a un problème à cet endroit-là. Donc, mais ça le perturbe quand même. Il se dit que ça ne devrait pas exister, puisque dans leur, on va dire, dans leur tradition, la vie... la force a donné la vie, on va dire. Ou la vie donne la force. Enfin, c'est un peu... voilà, le fait est que la force est dans toute chose. Donc là, il n'y est pas. Donc il y a quelque chose qui cloche. Tout à fait. Leia, Jaina, Dani et Elegos partent sur Agamar pour trouver du soutien et ils rejoignent après Dubrion. Donc le soutien d'Agamar n'est pas totalement acquis, mais il n'est pas non plus réfuté comme a pu le faire le gouvernement de Coruscant. Agamar dit qu'ils vont regarder et puis ils prendront une décision. Ils constatent que la planète de Lando est assiégée par les Vong. Et lui, il faut qu'il arrête de faire des plans. À chaque fois, ça se finit mal. À chaque fois qu'il prévoit un truc, je vais pas dire ça lui tombe dessus. Hein. Bah, on l'a vu ça finira mal. Hein. Avec l'amiral Throne, c'était avec ses taupes mécaniques là. De quoi? Mais oui, il y a ça, il y a le Bespin quoi. Nom de Dieu, le gars il arrive, fait non et tout, ça commence à marcher. Troupe impériale qui débarque. Le gars à chaque fois qu'il fait j'ai un super plan, il y a une guerre qui se profile, tu vois, qui se profile. Il a vraiment la poisse. Jaina est promue pilote de l'escadron Rogue et elle participe à la protection de l'évacuation. Parce que du coup ils évacuent. Bah oui, ils sont obligés parce que ils ont pas assez d'armes pour repousser la flotte quoi. Ils pouvaient se permettre de repousser quelques Koro Skippers ou une petite frégate, mais la flotte entière non, c'est pas et ils ont trouvé le moyen d'évacuer tout le monde. Parce qu'il y avait quand même tous ceux qui étaient sur. Bah ils sont venus avec des vaisseaux quand même, ils sont pas venus à pied les bonhommes. Hein. Donc ils ont qu'à remonter dans leur vaisseau et repartir. De quoi? Oui, mais bon, ça aurait pu être les vaisseaux justement de la planète. Je veux dire, je doute que sur toutes les planètes, il y a de quoi évacuer toute la population locale, quoi. Oui, mais c'est ceux qui ont évacué de Cern Pidal. Et donc du coup, il y a pas de souci. Dubrion est un monde assez dévasté, enfin vide de manière générale. Donc c'est pas trop un souci. Donc Jaina est promue pilote, elle va participer à la protection d'évacuation. Quand Jacen, lui, va repartir avec Luke sur Belkadan, je sais pas, enfin bref, sur Belkadan, pour étudier d'un peu plus près l'agent toxique Vong qui a ravagé la planète. Et ils vont découvrir que là-bas, ils vont découvrir que les Yuuzhan Vong ont fait beaucoup de prisonniers et qui recréent une sorte d'armada en faisant pousser
des Koro Skippers, ainsi que des Vilip. Alors Vilip, qui ont une sorte de petite balle qui sert de système de communication, qu'elle prend la forme du visage de l'interlocuteur. Jason est assez révolté par le fait qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont maltraités. Il tente d'affronter les Vong tout seul. Il est capturé. Et là, Luke intervient pour sauver son neveu. Mais alors attention, hein, parce que j'ai en mémoire l'intervention, c'est badass. Hein. C'est le gars, il arrive, genre, il est illuminé de force, il a 2 sabres laser, il tourne dans tous les sens, il découpe du Vong à en plus finir. Enfin, c'est. T'emmerdes quand même l'un des plus grands maîtres Jedi. Ça devait te tomber sur la gueule un jour ou l'autre, quoi. Voilà, faut pas s'étonner que là, ça coince. Bref. Tu kidnappes pas le neveu de héros, quoi. Voilà. C'est une erreur. Oui, mais ils ont pas lu le script. Ah, voilà, c'est ça. Luke et Jacen retrouvent Leia et Jaina sur Dantooine. Les Yuuzhan Vong donc attaquent la planète. Marajad et Lando et Daniki découvrent que les Yuuzhan Vong, découvrent qu'il y a des Yuuzhan Vong camouflés grâce à leur grimage Oglite et qui se font passer pour des réfugiés. C'est pour ça qu'ils arrivent à suivre les transports. Mara tente de les débusquer un à un. En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dès qu'il y a quelqu'un qu'elle ne détecte pas dans la force, il s'agit d'un Yuuzhan Vong. Ouh, je te sens pas, toi. Grâce à la force, Luke parvient à faire pencher la bataille en faveur de la Nouvelle République. Et tous parviennent à quitter Dantooine grâce à l'intervention du général Botan Trast Crayfay qui est venu pour péter les dernières navettes, les derniers vaisseaux Vong qui emmerdaient tout le monde. Visiblement, les Botan ont quand même pris un sacré ascendant dans la République. Hein. Oui, mais faut savoir que l'amiral Trast Crayfay est un républicain dans l'âme, beaucoup plus qu'un Botan, et il va pas hésiter à s'opposer au président, même si le président est aussi un Botan. C'est pas parce que c'est des Botan qu'ils sont tous copains. Hein. Oui, mais c'est comme c'est partout pareil, quoi. Je veux dire. Non, mais on pourrait dire que c'est un peuple qui a pris, on va dire, le contrôle de la République et qui veut le garder. C'est pas vraiment le cas. Là, c'est juste ils sont très individualistes et ils ressemblent beaucoup aux humains sur ce point. Koran Horn et Ganer Rizod sont envoyés sur la planète Bimiel parce qu'il y a un groupe de biologistes d'Agamar qui ont disparu. Ils vont dire qu'ils n'ont pas vraiment disparu, en fait, simplement que les scientifiques sont vivants et qu'ils analysent un cadavre de Yuuzhan Vong, sachant qu'ils sont coupés du monde et ils sont pas au courant en fait que le bonhomme qu'ils sont en train d'autopsier ou d'examiner fait partie d'une espèce en train d'attaquer la République. Pour eux, c'est juste une espèce inconnue, genre. Et comment ont-ils découvert ce cadavre de Yuuzhan Vong ? Alors, ce cadavre ferait partie de la première vague d'invasion Yuuzhan Vong il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. On va dire les premières troupes à avoir pris pied dans la galaxie pour pouvoir préparer l'invasion. Et voilà. On sait pas trop pourquoi. Mais ce cadavre aura de l'importance par la suite. Ils découvrent un camp de Yuuzhan Vong à proximité du camp des scientifiques. Et donc ils vont essayer de s'infiltrer. Ils vont s'échapper de justesse en constatant la grosse difficulté de tuer un Yuuzhan Vong. Koran va réussir à en tuer 2, mais le combat sera assez violent et ils étaient pas très loin d'y passer. Les 2 Jedi ramènent les scientifiques sur Agamar avant de rejoindre Coruscant. Alors, au niveau du cadavre, du cadavre et des 2 Yuuzhan Vong qui ont été tués, ils font partie de la même famille qu'un des commandants de la flotte Vong, c'est le commandant Shedao Shei. Donc le cadavre, c'est son grand-père, et les 2 autres Vong, c'est ses cousins. Donc ce dernier est un poil en pétard, et il décide de se venger. Tu as tué mes cousins, tu vas mourir. Et dans le même temps, donc Trace Crayfay et Elego Sakla menacent Feyla directement, et ils arrivent à obtenir l'autorisation pour que l'armée participe au conflit et surtout puisse agir sans l'accord du Sénat. Donc
À partir de ce moment-là, l'armée devient autonome. Elle va d'ailleurs, la plupart du temps, se concerter avec les Jedi pour savoir... Ce qui serait presque pour un coup d'état. Éventuellement, mais c'est pas vraiment le cas. Simplement que les Jedi deviendront assez importants par la suite. Et avoir un Jedi dans son vaisseau, c'est avoir un atout. C'est un bonhomme qui va être capable de détecter d'éventuels... Oui, bon, je veux dire, quand l'armée commence à prendre le dessus sur les pouvoirs politiques et donc civils, c'est un putsch. c'est ça, ou au moins c'est ça devient une institution militaire, donc c'est une loi martiale, quoi, limite, souvent. Donc oui, là c'est surtout faut qu'elle soit autonome et qu'elle puisse réagir beaucoup plus vite qu'attendre simplement les informations depuis le commandement. Non. Parce que si c'est des militaires, ils sont entraînés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc cette autorisation va leur donner une plus grande liberté et ils seront pas donc embarrassés par l'inertie administrative, on va dire. Et fin du bouquin, Wedge Antilles et Tico Selchou rejoignent Gavin Darklighter afin de lui prêter main forte pour les batailles qui s'annoncent. C'est quand même étonnant, tu vois, que pour un peuple aussi guerrier que les Yuuzhan Vong, le gars il se chagrine à ce point-là de la mort de ses deux cousins. Mais je pense pas qu'il se chagrine. Enfin, c'est. Je veux dire, je veux dire, quand t'es un peuple guerrier, la mort ça fait partie de la vie. Je veux dire, ça arrive, quoi. Je veux dire, les gars ils sont là pour se battre. Le gars c'est un commandant, donc j'imagine que ses cousins étaient pas des simples fantassins Vong. C'était peut-être des commandos d'élite ou un truc à peu près. Certes, équivalent. mais bon, voilà, je veux dire, c'est les risques, quoi. Ah oui, bah oui, mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, chaque fois qu'il y a un méchant qui a son cousin ou son frère qui meurt, même si. Mais pourquoi ils ont une famille aussi grosse là, c'est putain de méchants? Justement, c'est le plus du temps quand t'es des méchants, c'est parce que t'as pas eu de famille. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud. Donc, troisième et dernier livre de ce podcast, Marée des Ténèbres 2, Naufrage. Donc, Shedao Shei et son bras droit sont furieux parce que la première force d'invasion Vong a échoué, hein, c'était le Vector Prime, en perdant, c'était la garde prétorienne en fait qui a attaqué un peu prématurément, c'est-à-dire que normalement toute la flotte Vong devait arriver en même temps, sauf que la garde prétorienne a dit ouais, nous on est les plus forts, on part devant, et ils se sont fait défoncer. C'est eux qui ont perdu la bataille sur LSK4. Donc voilà, donc Shedao Shei et son bras droit sont un peu furieux qu'ils aient été vaincus aussi facilement sur les planètes de Destrion et de Dubrion. On n'avait pas parlé de Destrion, mais on s'en fout, ça n'a aucune importance. Ils réorganisent donc les troupes qui participent à l'invasion, parce que les Yuuzhan Vong ont envahi beaucoup de planètes très rapidement. Ils font des sauts de puce et ils envahissent système par système. Mais donc il ne faut pas que la flotte se disperse trop rapidement, puisque si la République contre-attaque, ça pourrait leur être fatal. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé quand les Sith avaient envahi la République pour la première fois. Ils ont conquis énormément de monde très vite, sauf qu'ils n'ont pas pris en compte la puissance de la République derrière. Et les systèmes conquis ont été reperdus les uns après les autres jusqu'à leur défaite complète, parce qu'ils n'avaient plus assez de monde pour assurer la défense des mondes indépendamment les uns des autres. Elego Sakla part sur Dubrion. Donc Dubrion, c'était l'ancienne planète de Lando qui a été conquis par les Yuuzhan Vong pour parlementer, et ils rencontrent justement Shedao Shei. Et ils vont tous les deux échanger des informations sur leurs peuples respectifs. Et curieusement, le commandant Yuuzhan Vong se montre assez curieux. Il pose pas mal de questions à Elegos. Quelles sont vos forces d'invasion? Comment défendez-vous? Quels sont vos plans d'attaque? Ouais, moi aussi je me posais ce genre de questions si j'étais un militaire. Mais oui, mais Elegos n'est absolument pas militaire. C'est juste un sénateur. Oui, mais chez Dao. Oui, tout à fait. C'est lui qui pose ce genre de questions. Par contre, petit bémol de cet échange, on va dire fructueux entre les deux parties, afin que l'échange d'informations et le partage de la culture soient les plus efficaces possibles,
Et Legos doit passer dans l'étreinte de la douleur. Donc c'est une sorte de machine de torture Yuuzhan Vong qui cause une douleur infinie et dont la prise se resserre dès que on va dire la victime se débat un peu. Donc je trouve que les coutumes musulmanes quand même assez barbare. particulières. Je veux dire, ouais, c'était sympa ce petit thé. Et maintenant, une petite torture. Je veux dire, histoire qu'on partage un peu des expériences, tu vois. Mais et Legos survit. Et heureusement d'ailleurs. Enfin, survit. Et il survit et les échanges se poursuivent. En gros, il lui a montré que eux, ils vénéraient la douleur et lui ont montré mais qu'est-ce que vous appelez la douleur? Ben voilà. C'est ça. Et ça fait très mal. Par contre, dans l'entourage donc du commandeur donc Shadow Oshé, certains commencent à se dire qu'il est un peu plus, enfin, il est trop doux par rapport. Il a juste fait souffrir ses invités, quoi. Il aurait pu les tuer quand même. Voilà. Donc depuis l'arrivée du Kamasi, enfin des Legos, parce que Legos c'est un Kamasi. Leia et Daniki partent demander le soutien des vestiges de l'Empire. Alors là, moi, je me demande encore pourquoi Daniki, mais après, bon, sachant que c'est elle qui a fait partie de la... Enfin, qui a été, on va dire, la première Elle peut peut-être témoin. parler des Yuuzhan Vong et dire ce qu'ils représentent comme danger. Ouais. Mais bon, je veux dire, Leia devrait suffire, quoi. Surtout vis-à-vis de l'Empire. C'est elle qui a le plus de relations avec l'Empire. Surtout qu'elle va voir l'amiral Pylon. Qui est un ancien pote. Voilà. Enfin, qui est un ancien pote. C'est un ancien ennemi qui est plus ou moins devenu quelqu'un avec Vas-y, qui... quoi, ils sont comme ça maintenant, tous les deux. C'est l'amiral Pylon. Voilà, On bref. s'est affronté tellement de fois, merde. C'est bon, on est potes, quoi. Donc, il accepte toutes les informations que Leia pourquoi est-ce qu'on refuserait des informations, quoi. Oui, voilà, c'est un peu débile, mais bon, il accepte de recevoir toutes ces informations. Ça l'inquiète beaucoup, parce que bon, c'est lui qui est à la tête des vestiges de l'Empire, ou au moins des forces militaires de l'Empire. Hein. Et il promet d'aider la Nouvelle République, même s'il n'a pas le soutien des Moff, qui sont absolument contre le fait d'aider un ancien ennemi. Mais lui est peut-être un peu moins con que les autres, et il a vite compris que si la République perd... mais en même temps, il est comme ça avec Leia. Donc... que si la République perd, à mon avis, l'Empire ne fera pas long feu non plus. Alors là, on a une petite expédition. Alors il y a Jacen Solo, Ganer Rizod, quelques commandos Nogri, Koran Horn, escorté par une partie de l'escadron Rogue. Donc, enfin, par l'escadron Rogue, donc Gavin Darklighter et Jaina Solo. Et le tout encore chapeauté par Tico Selchou et Wedge Antilles. En gros, on a une boule de testostérone. Voilà, ça a beaucoup de héros. Hein. Bah non, parce que Jaina Solo, c'est une fille. Peut-être la seule fille du lot. C'est la seule fille du lot. Ça va être dur. Hein. Donc ils partent tous sauf Tico et Wedge, parce qu'eux, ils font que chapeauter, mais ils partent sur la planète Garki, qui est envahie par les Yuuzhan Vong, pour récolter des informations. Sur la planète, ils retrouvent leur contact et découvrent parce que oui, ils sont allés pour voir quelqu'un quand même, hein, et découvrent que les envahisseurs sont en train d'élever une sorte d'armée d'esclaves, en fait des humains ou tout extraterrestres de la galaxie actuelle, qui sont contrôlés par l'intermédiaire d'implants. Donc c'est assez chelou. Et que cette armée d'esclaves a pour objectif de servir de chair à canon pour les futures batailles. Mais comment est-ce qu'ils les esclavagisent? Ben, je te dis, ils mettent des sortes d'implants qui permettent au Yamosk de les contrôler. Ah. Ouais, il faut pas oublier le Yamosk. C'est lui le casse-couille dans l'histoire. Et l'expédition fera une découverte assez intéressante. Le pollen des arbres Bafor, donc arbres qui viennent de la planète Ithor, fait exploser ou fait Qu'est-ce qu'ils foutaient avec un tas de pollen de... Non, mais parce que ils étaient dans un moment dans une sorte de serre, je crois, et il y avait un arbre Bafor. Ouais. Et ils ont affronté un Yuuzhan Vong à cet endroit-là, et quand il y a du pollen de l'arbre qui est tombé sur une grosse masse de pollen d'arbre qui est tombée sur l'armure du Yuuzhan Vong ou des Yuuzhan Vong, je sais plus. Et en fait, ça les a tués parce qu'en gros, l'armure de crabe, de crabe Von Doom, elle a mal réagi, elle est complètement allergique au pollen. Ouais, elle a fait une allergie, quoi. Donc il suffit pas de grand chose. Hein. Elle s'est comprimée en étouffant les Yuuzhan Vong. On dit, enfin, c'est pas vraiment explosé, mais tué par sa propre armure, ridicule. Voilà.
L'amiral Botan, donc Trest Crefet, couvre la fuite des Jedi de Yerki avec sa flotte. Parce que depuis donc, que les généraux n'ont plus besoin de passer par le Sénat, ils arrivent à agir très très rapidement. Ils sont sur place, pas instantanément, mais ça va beaucoup plus vite au niveau de la gestion des conflits. Et ils sont ils sont plus efficaces. C'est ce qu'il faut retenir. Les Vong essayent à tout prix d'empêcher les Jedi de fuir, mais débarquent les vestiges de l'Empire. C'est grâce à eux que le... Attends, ils s'appellent vraiment les vestiges de l'Empire ? Oui. Putain, quand même. Ouais, ça fait un peu péjoratif, hein. Vestiges. Bah, surtout que si eux, ils s'appellent... Ouais, on s'appelle les vestiges, c'est un peu dire... ouais, non, on est ce qui reste, mais on en est fiers encore. Donc, les vestiges de l'Empire... Qui devrait s'appeler les vestiges, quoi. font tourner la bataille en faveur de la République. Luke, Marajad, Anakin Solo, un maraudeur, Mirax Horn, donc c'est encore une belle équipée. Donc Mirax Horn qui était à l'origine Mirax Terrick, fille de Booster Terrick qui a épousé Corran Horn. Ça, il faut suivre la série des X-Wing pour savoir ça. Et de moi un Jedi. C'est donc une femme, on est d'accord. Oui, c'est une femme. Parce qu'avec Mirax, c'est dur de... Oui, c'est une femme. Si, c'est une femme. D'ailleurs, je l'ai en BD si tu veux, je te la montrerai. À la recherche, donc ils partent à la recherche, sur la planète Vortex, à la recherche de la Jedi Twi'lek. Alors attention au nom, Dae Sharakor. Ça fait un peu bizarre. L'écriture est très bizarre. Enfin bref. Donc, c'est un truc alien, quoi. Celle-ci, elle est avide de vengeance parce qu'il me semble qu'elle avait une sœur qui s'est fait tuer. Je crois. Je sais plus. Et donc, elle est en gros, tu as tué ma sœur. Voilà. Elle est avide de vengeance et elle veut absolument détruire les Yuuzhan Vong. Et elle s'est mis en tête qu'en gros, il restait dans la République, enfin dans la galaxie, il restait des super armes de l'empereur Palpatine qui étaient cachées. Donc, ça mais il en avait combien ce truc ? On n'arrête pas de les détruire depuis le début. Donc bon. Mais franchement, il cherche une étoile noire. Une étoile noire dans la galaxie, c'est. Encore ? Non, j'y crois pas. C'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc, le truc, mais où est-ce qu'ils avaient trouvé le soutien pour avoir autant de thunes pour faire autant d'armes de super armes, quoi ? C'était l'empereur. Ouais, mais merde. Et donc sur Vortex, il rencontre Quick-Sux qu'on avait vu dans l'Académie Jedi, qui est une des scientifiques qui a élaboré les étoiles les super armes de l'empereur. C'est à cause d'elle. Entre autres. Mais Kyp Durron lui avait effacé la mémoire en fait quand il était sous l'emprise d'Exar Kun pour éviter qu'elle recrée d'autres super armes. Et depuis, elle n'a plus aucune connaissance. Donc, il la retrouve, mais ça sert pas à grand chose. Il l'a formaté. Oui, c'est ça. Terrible, quoi. Les Jedi partent sur la planète Garros 4 grâce aux quelques renseignements qu'ils ont obtenus. Et ils retrouvent la Twi'lek, donc Dae Sharakor. Dae Sharakor. Elle capture Anakin et le maraudeur. Le maraudeur, il est là, mais on s'en fout en fait. Attends, pourquoi elle les capture ? Parce qu'ils étaient à sa poursuite et que elle veut pas se faire rattraper. D'accord. Elle aurait pu les tuer, mais c'était sombré du côté obscur. Elle flirtait quand même un petit peu avec les idées de flirtait, vengeance. Elle avait pas mis les deux pieds dedans quand même. Ils parviennent tous les deux à s'échapper et la Jedi Renegade est appréhendée. Voilà, Luke et les autres, donc son petit groupe, rejoignent l'amiral Crefet sur Ithor à la fin. Et là, tout le monde est sur Ithor. Ah ouais, parce qu'on s'est dit, allez hop, on a une galaxie géante, mais on va tous aller sur Ithor parce que c'est sympa, il y a des arbres. On va faire des pique-niques et on coiffera des poneys. Donc tous les protagonistes sont désormais réunis sur la planète Ithor. Et ils organisent la défense. Alors pourquoi défendre cette planète en particulier ? Comme on l'a dit, à cause des arbres Bafor en fait. Parce que les Yuuzhan Vong ont très rapidement compris d'où venaient les arbres. Ils se sont dit, il est temps de s'en débarrasser. Voilà, tout à fait.
Donc on se dit, ah génial, on a un truc pour contrer les Yuuzhan Vong et détruire leurs armures. Et eux avec. Et eux avec, donc ça peut être plus qu'utile. Donc... Bah, moi, ils sont sport, ils jouaient aussi avec les armes biologiques. Hein. Tout à fait. Ça leur apprendra. Et donc ils organisent la défense conjointement avec les vestiges de l'Empire et les griffes Chiss. Alors, on avait parlé des Chiss, qui étaient les humanoïdes bleus aux yeux rouges, qu'on peut d'ailleurs incarner dans le jeu vidéo Star Wars The Old Republic. Côté Empire. Côté Empire, bien sûr. Et l'escadron donc des griffes Chiss est dirigé par Jacques Fell, qui est le fils du baron Soontir Fell et le neveu de Wedge Antilles, puisque Sial Antilles, qui est la sœur de Wedge Antilles, s'est mariée avec Soontir Fell. Jusque-là, tout le monde a suivi. C'est également la première fois que Jaina et Jack Fell se rencontrent. Et même si elle sait très bien que c'est pas le moment de tisser des liens avec des gens, elle se sent un petit peu attirée par cet étrange soldat impérial. Qui est du coup mi-schiste, mi-humain. Non, il est humain. 100% humain. Soontir Fell est pas schiste, hein, c'est un humain. D'accord. Non, c'est simplement que Soontir Fell a été, on va dire, à la fois renégat de l'Alliance et renégat de l'Empire, et du coup il s'est réfugié sur une planète impériale qui était plus ou moins acquise à sa cause, qui était dans l'espace Chiss. Alors par contre c'est un peu délicat parce que d'après certaines sources, Soontir Fell était sur Bastion au moment où il a permis à son fils de rejoindre le conflit, mais d'un autre côté, l'amiral Pylon était je vais l'appeler Pylon, ce sera plus simple, était sur Bastion quand Leia y est allée. Alors ça semblerait logique que si les deux bonhommes étaient sur Bastion, eh ben, ils aient eu les mêmes informations. Mais du coup, pourquoi les Griffes Chiss sont arrivés après et n'ont pas suivi les vestiges de l'Empire tout de suite? Et si du coup les deux hommes n'étaient pas sur Bastion et que Soontir Fell était dans l'espace Chiss, comment il a eu les informations de l'invasion des Yuuzhan Vong? Donc, peut-être parce qu'elle tourne aussi les informations. Peut-être, mais en fait apparemment le gars il a dû visiblement consulter tous ses meufs. Mais non, parce que l'Empire, les Chiss sont, même si ils sont impériaux via trône en fait, ils ne font pas réellement partie de l'Empire. Certes, mais je veux dire, quand tu commences à diffuser des informations à tous les autres meufs, ça peut filtrer. Tout à fait. Donc bon, on a cette... Surtout ce genre d'informations là que du coup Pylon essaie du coup de diffuser pour que les gens se rendent compte des problèmes. Donc ce serait pas étonnant que du coup avec un peu de retard, les gars finissent par choper les informations quand même. Tout à fait. Voilà, enfin bref. La flotte des envahisseurs... du coup elle craque sur Jack Fell. Tout à fait. La flotte les Yuuzhan Vong arrivent. Voilà, Et ils envoient un cadeau spécial aux Jedi. Les restes, le squelette en fait d'Elegos Akla, enfermé dans une petite boîte. Sympa. Ouais. Faut savoir deux choses à ce niveau-là, c'est que c'est pas Dao She qui a tué Elegos Akla, c'est son second, Dian Lang, qui était sous les ordres directs du maître de guerre Savongla. Donc en fait, il a court-circuité son supérieur en estimant qu'il n'était plus vraiment apte à commander. Donc du coup, c'est pas vraiment... c'est pas Dao She qui a tué Elegos Akla et qui a décidé d'envoyer le cadeau. Hein. Toujours est-il que c'est lui qui va lancer l'assaut. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un gros con, mais ça marche aussi. Il va attaquer avec des fantassins une planète qui est blindée d'arbres qui peuvent tuer ces fantassins. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire c'est un peu risqué. Les combats sont assez violents. Marajad est blessé. Les vous, ils se seraient pas dit, tiens, ce serait le moment d'utiliser un pollen qui pourrait tous les tuer d'un seul coup. Ben justement, ils voulaient sauvegarder Itor pour pouvoir utiliser le pollen par la suite. Oui, mais je veux dire, là, ils sont sur la planète, quoi. Ouais, mais le pollen, ils le maîtrisent pas.
Ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir le récolter pour en faire limite des grenades ou des trucs comme ça, quoi. Mais là, à l'état brut, ils ont eu un coup de bol sur l'autre planète, sur Garki. Donc c'est pas si con que ça, du coup. Visiblement, ils s'en foutent du pollen. Ouais, mais eux, ils le savent pas. Tu vois? Ouais, mais Non, ils mais savaient pas c'est ça. qu'ils savaient que. Non, je m'en Voilà. arrête là. Donc Marajad est blessé et Daesh Arakor est tué. Koran Horn voit une opportunité de faire cesser les hostilités. Il décide de provoquer Sheda Oshay en duel. Et en contrepartie, il lui ramène les ossements de son ancêtre, donc de son grand-père, trouvés sur Bimiel. Donc les deux guerriers font un marché. Si Koran Horn gagne, les Yuuzhan Vong doivent quitter le système d'Itor. Sinon, ils ont le droit de cramer Itor. Il laisse un certain temps de façon à ce que toute la population d'Itor soit évacuée. Donc le duel a lieu. Koran Horn gagne le duel, mais Dien Lang, donc le second de Sheda Oshay, ne respecte pas le marché et il lance un agent biologique qui détruit Itor, qui brûle complètement la planète. Donc ils sont pas très Ils ont réussi à sauver fair des arbres. play. De quoi? Ils ont réussi à sauver quelques arbres. Non. Non, t'évacues toute une planète et tu penses pas à prendre l'arme qui pourrait sauver l'univers. Je suis seul à trouver ça un peu débile. Ben, d'un autre côté, t'as vu la taille d'un arbre? Bah non, je vois pas ce que fait un arbre Itor. Visiblement, C'est très grand. ils ont réussi à en foutre un sous une serre, donc c'est que c'est pas un putain de séquoia géant, quoi. Ouais, mais c'est pas petit non plus. Enfin bref. Bah, C'est quoi, ils pas ont pas un le- putain de jardinier, quoi. Non, mais après, ils les réutiliseront, puisqu'ils ils vont exploiter. Grâce aux Itoriens, ils vont pouvoir réexploiter ça, mais ça va mettre un peu de temps avant de pouvoir avoir du pollen. Suite à cet échec en fait de l'opération d'Itor, le président Borsfella accuse Koran Horn d'être responsable de la destruction de la planète, bien que les Jedi savent pertinemment que Koran a essayé de sauver la planète, mais ils ne peuvent rien faire contre ça parce que c'est le président et que c'est lui qui décide. Et c'est surtout le fait que les Jedi en agissant sur Itor, les Jedi n'ont pas respecté les ordres qui les obligeaient à ne pas agir. Bah, en gros, le président a essayé de trouver un bouc émissaire. Voilà, Jedi, non quoi. mais tout à fait, c'est ça. Donc Koran Horn C'est un truc poétique, quoi. se met donc d'accord avec Luke pour quitter l'ordre Jedi afin que les Jedi ne soient pas rendus responsables de la catastrophe d'Itor. Je vois pas comment ça change quoi que ce soit qu'il le quitte maintenant, quoi. En gros, il prend sur lui et plus en tant que personne et plus en tant que membre de l'ordre Jedi. Ouais, je veux dire, le gars, il était quand même. Enfin, il était dans l'ordre quand le problème est arrivé, donc on peut quand même accuser l'ordre. Je veux dire, c'est pas parce que maintenant il a quitté le truc. Ah mais moi, genre, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin. Hein. Ouais, Il y a d'autres trucs bizarres, hein, non. Mais Comme le fait qu'aucun jardinier ait pensé à prendre l'arme ultime qui aurait pu sauver la galaxie avant de partir, quoi. et peut-être qu'ils avaient pas de pelle pour le déraciner. T'y as pensé à ça? Mais merde, c'est toute une population, mais faut pas croire qu'il n'y a pas un pauvre jardinier dans le lot, quoi. Non, c'est des arbres qui poussent à l'état sauvage. Et alors? T'as quand même des jardiniers. Pourquoi? Non, pas forcément. Allez, tout le monde a besoin de tondre sa pelouse, quoi. Ils ont pas de pelouse, ils ont des arbres. Imagine une tondeuse à arbres. Faudrait une putain de tondeuse. C'est bon, quoi. Oh là, aucun phytologiste et tout. Pff. Non, on verra. Donc on a fini. On a fini les 3 bouquins. Alors c'est vrai que c'est un peu plus court que ce que je pensais. Malheureusement, avec les vacances les fêtes de fin d'année, j'ai pas vraiment eu le temps de sortir un 3e ou un 4e, un 4e ou un 5e bouquin en résumé. Donc il a fallu qu'on fasse que 3. Normalement, je devrais en avoir beaucoup plus pour l'épisode d'après. On va voir. Ça dépendra de la taille des bouquins et du temps qu'on peut y consacrer. Enfin, le temps que Gary Cover peut y consacrer. Tout à fait.
Bah, je sais pas, on a approximativement, c'est entre un quart d'heure et 20 minutes pour résumer un bouquin en temps d'épisode. Donc on peut faire facilement 5 à 6 bouquins par 5 à 6 bouquins par épisode. Faut voir. Après le temps ça va vite, je veux dire résumer un bouquin, tu trouves un truc assez complet sur internet, tu vires tout ce qui est inutile. Genre il a mangé des légumes au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et on fait le petit résumé. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Nous allons vous souhaiter une bonne journée. Nous vous souhaitons une bonne journée, en fait, tout bêtement. Si vous voulez nous envoyer des messages, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter, donc @GaryCover, sur Facebook, donc Star Wars l'univers étendu, tout attaché. Normalement, ça vous devriez pouvoir retrouver ça assez facilement. Par mail à garycover.blog@gmail.com, dans les commentaires d'iTunes, ou alors même dans les commentaires du site starwars-podcast.com, ou alors dans les différents forums où je publie le podcast. Donc il y a le forum Holocron et le forum Holonet. Voilà. Ça fait donc beaucoup moyen. Hein. Beaucoup de moyens, donc vous n'avez pas des donc souvenirs. N'hésitez j'ai pas trouvé comment te contacter, je vais t'envoyer. Si vous voulez nous contacter, je sais pas, par exemple, nous envoyer des résumés des livres pour nous accélérer la cadence, n'hésitez pas. Ah ouais, ça serait parfait. Ouais, parce j'ai toujours des gens qui me contactent un petit peu à droite à gauche, par Twitter beaucoup. Si vous voulez même envoyer une partie audio avec vous qui décrivez un résumé d'un des bouquins, n'hésitez pas. Ouais. Ah oui, je voulais dire aussi, je sais que sur le dernier épisode, apparemment, j'ai pas écouté, hein, j'ai vraiment pas eu le temps de travailler ça. Il y a apparemment un blanc de à peu près 2 minutes où il se passe absolument rien. Donc je sais que c'est un peu problématique. Normalement, quand vous écouterez ce passage-là, là, que je suis en train de parler, ça sera rétroactif, ça aura été corrigé. C'est-à-dire que j'uploaderai une nouvelle version de l'épisode. Donc vous pourrez retélécharger l'ancien épisode pour ceux qui veulent les conserver, pour ne pas avoir le blanc de 2 minutes qui sert à rien. Voilà, et je remercie la personne qui m'a tenu au courant de ça, dont j'ai oublié le nom, mais c'est navré, désolé. Il se reconnaîtra parce que à chaque fois il me dit quand il a écouté l'épisode et si ce qu'il a trouvé bien pas bien. Donc, franchement, on te remercie. Voilà, merci à toi. C'est au auditeur. Au grand auditeur. Enfin grand, je sais pas, ça se trouve c'est petit. Bon allez, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Bon appétit si vous êtes en train de manger, je sais pas, n'importe quoi. Et à la prochaine. J'arrive pas à retrouver ma souris.